Crystal, we can't hear you. We can't hear you. We can. Crystal. C'est bon, mais on m'a pas donné la parole encore. Crystal, what's going on? Wait, hold on. Good morning, everyone. Can you hear me now? Yes, we can. All right, it seems there are some issues with the channels. Depending on the channels that you select, you can or cannot hear me. You should select the one that allows you to hear me with the original sound in the background. But I believe that our staff has removed the channels now, so maybe everyone can hear me in all channels. So, Jean-Claude, on entend, hein? can I ask the speakers to mute themselves for the moment, please? Thank you. So, welcome everybody to day 3 of Nzuko 2022 from Africa Fora in celebration of Africa Day. This is a 3-day conference that is articulated around the celebration of Africa Day and hopes to bring forward a selection of speakers and experts from all around the world, Africa, its diaspora, and its allies, to put Africa at the center of the narrative and bring African solutions to African problems. Today, we have 2 particular sessions. One is a Francophone session with speakers joining us from Brazil and from Haiti, looking at the keys of African development. Bonjour à tout le monde. Et bienvenue à la session numéro 7 de Nzuko 2022, une célébration autour de la journée de l'Afrique qui est le 25 mai, qui était hier. Aujourd'hui, nous allons avoir une session qui regarde les clés du développement africain. Nous avons une traduction simultanée. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont anglophones, ne quittez pas, nous avons un traducteur avec nous aujourd'hui. Welcome to the Nzuko 2022, to the 7th edition of Nzuko 2022, celebrating Africa Day. So we are set to treat the topic of the day, which is the key to African development. And we have 2 speakers from Haiti, Josette and Victor from Brazil. Alors, aujourd'hui, notre première participante, Josette Bruffert-Thomas, c'est une PDG du cabinet de conseil Competitive Intelligence Management à Paris et présidente fondatrice de l'association Haïti Future qui est dédiée à l'éducation, à la culture, à l'entrepreneuriat en Haïti et présidente de l'association Haïti Patrimoine. So we have Josette, who is the president of Haiti Future, CEO of Haiti Future, and Haiti Patrimoine, who is going to be our first speaker. Elle a mené une carrière d'enseignante et de consultante et de coach en Haïti et en France. Et par le passé, Josette a travaillé au ministère de l'Agriculture comme directrice des ressources humaines, puis s'est spécialisée en veille et l'intelligence économique. She has held a number of positions in Haiti and France in the Ministry of Agriculture, Education, and as consultant, educational consultant going forward. So we think Christine is much better placed to give us an insight of the educational system in Haiti. Enfin, elle a obtenu plusieurs prix, dont le prix de la femme noire leader par l'Association européenne des femmes entrepreneurs et la médaille du Sénat français pour l'Amérique latine. Can you repeat again, please? Enfin, elle a obtenu plusieurs prix, dont le prix de la femme noire leader par l'Association européenne des femmes
entrepreneur. She has obtained many prizes, and especially the Prize of Women, especially one of the prizes got from the European Entrepreneur and Women Association. Et la médaille du Sénat français pour l'Amérique latine. And a medal from the French Senate for what you said for? Amérique latine. A medal from the French Senate for Latin America. Donc, Josette, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et vous avez la parole pour 8 minutes sur le sujet de les clés du développement. Merci pour l'organisation de ce forum. Je suis très heureuse d'être avec vous. Alors, mon sujet, c'est la technologie pour un accès juste à une éducation de qualité pour toutes et pour tous. Donc, je vais vous parler d'une expérience de cas, d'une étude de cas de l'expérience qu'on a faite en Haïti entre 2010 et 2022. Donc, ça continue aujourd'hui. Alors, l'éducation en Haïti, en fait, cette expérience a commencé longtemps avant dans l'éducation, mais c'était très peu dans le numérique. Ce qui nous a amené vers le numérique, c'est le destructeur séisme du 12 janvier 2010, où le monde entier a connu Haïti, ceux qui ne la connaissaient pas, grâce à ça, et à cause, je dirais plutôt de ça. Donc, le choc du séisme a bouleversé beaucoup de monde, et c'est à partir de ce choc que j'ai abandonné un peu une partie de mes activités en France pour repartir en Haïti pendant ces 12 dernières années. Et puisque la moitié des écoles étaient détruites et beaucoup d'enseignants décédés, donc il fallait trouver une solution de remplacement. Je ne sais pas si on veut traduire maintenant ou si je continue. Continue. Quand vous aurez terminé, je vais traduire à l'ensemble. Voilà. Alors, l'éducation en Haïti, donc moi, j'ai compris, puisque j'ai enseigné en Haïti, j'ai enseigné en France, j'ai enseigné dans d'autres pays aussi, et j'ai vu que souvent, les organisations internationales arrivaient avec une solution. Donc, l'échec de toute l'aide internationale en Haïti, c'est d'arriver avec une solution toute faite et de plaquer. Donc, nous, on a décidé, en tant qu'Haïtienne, de partir de la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que les élèves, les classes sont surchargées, les enseignants sont mal formés ou peu formés. En Haïti, à peine 15% des enseignants sont vraiment formés pour enseigner à la pédagogie. Il y a un phénomène des surâgés, les enfants qui vont à l'école tardivement, et parce que l'État est déficient, il n'y a que 10% d'écoles publiques, donc les parents doivent avoir de l'argent pour payer l'éducation en général. 40% d'enfants non scolarisés encore, et il y a plusieurs types d'établissements qui vont de la pire espèce à la meilleure, mais quelques écoles internationales pour les enfants qui sont chics et chers, et pour les enfants des privilégiés, des familles privilégiées. Et les établissements sont rarement électrifiés, donc si on veut parler d'électronique, il faut amener non seulement la technologie, mais il faut amener aussi de l'énergie, l'électricité. Et le fiasco du parcourisme, parce que les personnes en Haïti, l'éducation, le système d'éducation, on est habitué à étudier par cœur sans comprendre pour venir réciter. Donc, pour nous, moi, en tant qu'enseignante, en tant que spécialiste de l'éducation, il fallait résoudre beaucoup de problèmes en même temps pour parvenir à amener une solution et une solution durable. Et la solution durable, c'est-à-dire, ça fait 12 ans que ça existe. Donc, dès 2010, je suis retournée en Haïti juste après le séisme, 2 mois après, et on a commencé d'abord mais il y a une immense soif d'apprendre, partagée par les enfants, par les parents et par toute la population. Donc, c'est vraiment une injustice totale parce que tous les Haïtiens ont envie d'apprendre. Il y a une soif d'apprendre que je n'ai jamais vue ailleurs. Mais on a un État déficient et corrompu qui ne met pas assez. Voilà. Voilà un peu mon introduction. Et donc, on a décidé, nous avons donc décidé d'analyser les expériences passées pour ne pas faire la même chose. Donc, on analyse tout ce qui s'est passé. On avait One Laptop per Child
qui a été un échec. On a eu des laboratoires d'informatique. On a eu des programmes par Internet où il fallait se connecter, mais pour se connecter déjà, il faut avoir Internet. Donc, toutes ces expériences-là, on a des cimetières d'ordinateurs qui ne servent à rien parce que, comme on les appelle les éléphants blancs en Afrique, parce que c'est des projets qu'on a plaqués et sans regarder autour, globalement, est-ce que les écoles, est-ce que les familles, est-ce que les communes avaient les moyens justement de faire ça. Donc, on s'est basé sur une expérience qui démarrait en Afrique, malheureusement qui n'a pas réussi non plus en Afrique, mais qui était une belle intuition et qu'on a réussi en Haïti. Haïti, c'est vraiment le seul pays à avoir réussi cette expérience avec les tableaux numériques interactifs. Je laisse traduire. So Yes. basically, Josette is introducing us to the technology for education, quality education, and technology for all in Haiti. And she's presenting a case study, a specific Haitian experience in the period of 2010 to 2022. And where she is really giving the world and her audience the educational reality in Haiti and the shock that came with it after the January 12th earthquake. And the challenges she encounters is overcrowding of students, teachers who are poorly or not trained, the phenomenon of overage students, whereby 40% of the children are not in school in Haiti. A deficient state, 10% of all schools is public. Diversity of types of school include public, congressional, communal, and private, and the establishment is rarely electrified. However, Josette carries us along with her. She says that there is immense taste for learning shared by children and parents for learning and in computer labs, and they introduce a program of 1 laptop per student and subscription for internet courses. They have an adopted technology which they call the TNI, which allows teachers to acquire the academic content at the same time as the student. So a participative kind of practices, which facilitates the realization of adapted digital courses, support tools for students and teachers, whereby the teachers have a guide and the students have a workbook, and then it's material maintenance, which is sponsored and coordinated by the association. OK, thank you very much. OK. Donc on a trouvé une technologie adaptée et qui s'appelle donc le TNI, c'est un whiteboard, interactive whiteboard, et qui permet et à l'enseignant et aux élèves d'apprendre en même temps et ne pas se sentir exclu du dispositif pédagogique, contrairement aux outils d'apprentissage individuel comme les iPads, etc. Et on encourage surtout les pratiques participatives des élèves, parce qu'en général, un bon élève en Haïti, c'est un élève qui reste à sa place et qui ne bouge pas. Et on dit que l'enfant est sage. Et donc, c'est pourquoi ce dispositif, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais vous pourrez aller sur le site internet d'haïtifutur.com pour voir un peu. On a des vidéos, on a des films qui montrent ça. Donc, le tableau numérique interactif, c'est un vidéoprojecteur interactif qu'on accroche au mur. Et donc, c'est high-tech dans de low conditions. C'est high-tech dans des conditions vraiment très mauvaises en Haïti. Et on a surtout été dans le milieu rural, qu'on appelle pays en dehors, c'est-à-dire où c'est des domaines, des zones complètement exclues des services de l'État et de la santé, et particulièrement de l'éducation. Et donc, il y a des endroits en Haïti où l'État n'a jamais mis les pieds jusqu'aujourd'hui, après 200 ans d'indépendance. Donc, il n'y a pas. Donc, on met un tableau au mur, un tableau, ça peut être une toile cirée ou une surface lisse, et on a un stylet pour déplacer
justement les items pour déplacer les textes ou pour faire allumer une vidéo. Et donc, les cours numériques, nous aussi, on les a développés et grâce à une subvention de l'Agence française de développement, on a développé les cours suivant le programme du ministère de l'Éducation nationale. Donc, un enfant qui n'a pas de livre peut apprendre, puisque c'est exactement, et aller aux examens officiels, parce que c'est exactement le même contenu, mais qu'on a défini, qu'on a imaginé de façon active, en pédagogie active. Donc, donc on a presque terminé l'école primaire. Il nous reste 4 matières. On a déjà terminé presque tous les 6 années d'école primaire et une partie de l'école maternelle. Et il nous reste quelques matières pour terminer le cycle primaire. Donc, nous cherchons aussi de l'argent pour terminer ça. Et nous avons pu amener un transfert de technologie en Haïti, faire qu'en Haïti même aujourd'hui, on a des équipes qui font aussi le développement des contenus. Et on a fait donc des outils d'accompagnement pour les enseignants, une sorte de guide pour expliquer aux enseignants qui ne sont pas formés comment poser les questions, pour leur donner aussi les réponses, les bonnes réponses. Mais les bonnes réponses ne paraissent pas au tableau, parce que l'enseignant doit rester maître de sa classe. On a aussi développé la maintenance pour le matériel. Donc, on a vraiment fait tout ce que les organisations internationales et les ONG habituellement ne font pas, parce qu'en général, en Afrique, en tout cas dans les pays dits pauvres, mais qui sont en fait des pays marginalisés et appauvris, et on sait pourquoi d'ailleurs, et c'est appauvri parce qu'on a le New York Times qui vient de publier un long article pour montrer pourquoi Haïti s'est appauvri comme ça. Et nous aussi, Haïti Patrimoine, nous avons publié un livre sur la dette de l'indépendance et la dette payée par Haïti qui a empêché d'investir dans l'éducation. Donc, on a aussi développé la maintenance du matériel. On a formé des techniciens sur place et le fabricant même du matériel, Epson, nous a permis de rentrer dans son laboratoire, dans les secrets de son laboratoire. Et aujourd'hui, on a des ateliers sur place en Haïti et qui permet en province et même en milieu rural, qui permet de réparer n'importe quel vidéoprojecteur en panne. Aujourd'hui, nous fonctionnons encore avec des vidéoprojecteurs que nous avons mis en place en 2010, 12 ans après, ce qui est très, très rare. Même si nous avons eu des tremblements de terre qui ont détruit, on a eu aussi des ouragans, le Matthew, mais on répare, les techniciens réparent. Donc, il faut agir sur tous les paramètres. Donc, ce qu'on a fait, et c'était une grande première, c'est qu'on a fait un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Souvent, on reproche aux ONG, aux organisations internationales, de débarquer et de s'installer en pays conquis. Nous, la première institution où nous avons été depuis 2010, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Entre 2010 et 2020, j'ai effectué avec mon équipe 53 voyages aller-retour. On n'est pas très bon pour le carbone, mais on a dû faire ça pour pouvoir nous habituer et travailler avec le ministère. On a eu peut-être 200 rencontres avec ce ministère parce qu'ils ont signé une convention pour nommer Haïti Futur maître d'ouvrage délégué pour chercher des financements, chercher des solutions pour ce programme. Donc, nous avons travaillé avec les directeurs au niveau départemental, au niveau district scolaire, avec des inspecteurs, et nous avons fait une formation continue des enseignants, formation technique, parce qu'il y a des enseignants qui découvraient un ordinateur pour la première fois. Nous avons fait une formation académique, c'est-à-dire relever le niveau, leur faire apprendre les cours qu'ils vont enseigner. Alors, ça peut vous paraître impossible, ça peut vous paraître surnaturel que quelqu'un enseigne quelque chose qu'il n'a pas appris. Eh bien, en Haïti, c'est possible. Donc, nous avons dû faire apprendre les cours à enseigner aux enseignants. Et nous n'avions pas le choix, il fallait travailler avec ce qu'on a, les enseignants qu'on a. Donc, formation pédagogique basée sur des bonnes pratiques, sur les programmes, et on a fait aussi des examens pour ces enseignants pour pouvoir avoir un certificat donné par Haïti Futur et reconnu par le ministère. On a aussi beaucoup impliqué les directeurs et directrices d'école qui sont devenus nos alliés. Et ces directeurs et directrices d'école, quand ils ont vu le programme, quand ils ont vu l'intérêt des enseignants,
des élèves qui, dans la classe maintenant, se lèvent. Un élève peut interpeller un enseignant ou une enseignante pour dire « Non, c'est pas ça ». D'habitude, un élève reste à sa place et l'enseignant est roi, est seul à parler. Et là, non, c'est 90% de temps, c'est l'élève qui parle. Et l'enseignant, il a guidé par des questions à laisser les enfants aller au tableau. Nous avons même un critère qui dit combien d'enfants ont été au tableau tous les jours. Donc, c'est un critère pour encourager les enseignants à envoyer les enfants au tableau. Donc, on a aussi agi sur le long terme. Donc, on a un tableau où on a commencé avec 10, aujourd'hui, il y a plus de 500 écoles équipées de cette technologie, publique, privée. On a mis 500 écoles publiques électrifiées. Alors, avec l'aide après, on a pu avoir des financements au fur et à mesure de l'avancée de la Banque mondiale et de ça. Donc, le programme d'éducation est achevé, les 500 écoles achevées en 2019. Et le programme continue. Aujourd'hui encore, vous pouvez voir un peu ce programme. Et voilà, mon temps de parole est terminé, mais nous avons montré et démontré qu'une autre politique éducative était possible en Haïti au service de tous les enfants. Et nous devons tirer dans les mois à venir de ce bilan d'expérience pour pouvoir justement parvenir à donner à tous les enfants haïtiens et même du monde. Le Bénin est intéressé par ce programme. On a pour vraiment donner une éducation de qualité à tout le monde. Donc, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et grâce à la technologie, on peut en faire une arme de construction massive. Merci de votre écoute. Merci. Donc, the Haiti Future Program, which Josette is talking about, is in partnership with the Ministry of National Education, and they signed an agreement with the central administration to have a regular contact with the directors and district inspectors in the areas where the technological numerical initiative is taking place, and particularly well established in training of the ministry executives to understand and train the trainer program. They have a continuous teacher training program, technical upgrading, learning how to use the computer, academic and pedagogical training based on the good practices of the technological numerical initiative, and they do examination and certifications of teachers' license to train them how to use computers. So Haiti Future does preparation of lessons using Teacher's Guide and teacher training at the Faculty of Applied Linguistics. They also have involvement of school principals, which is undoubtedly an essential element for the success of the digital educational program. School principals must themselves be trained to use the interactive digital board, which is part of the TNI program, the Technical Numerical Initiative, and they have to do references and the internship to understand this. So basically, she goes forward to say that, among others, a total of 774 technical numerical initiative installations have taken place or are planned to take place. And they have 11 schools that have benefited from the equipment as part of the what they call the COMOSE program of the Collective Haïti de France of Haiti Future, of which Haiti Future is a partner. The École Supérieure of Haiti, which is part of the program where they also may teach math courses for 2A, 3AF, and 4AF students. The teams of technicians and trainers who follow all the schools in the program have weekly working meetings where they are trained to run the program, and they have support. And in March 2020, the independent firm 14 submitted its evaluation of the Haiti Future Program to Agence France de Développement, who is also a partner in the help they are getting. And the government of Benin in Cotonou asked Haiti Future France to share its experience on digital education in Haiti during several visits of Haitians to Cotonou. So
what future for digital education in Haiti? She goes on to say that they have shown and demonstrated that another educational policy was possible in Haiti by creating a participative educational system for the benefit of the children. Institutional instability has not allowed them to scale up the approach they have been carrying on now for 10 years. So in the coming months, Josette and her group, the Haiti Future, will have to take stock of this countercurrent experience and define a strategy that takes them into account and realities that plague the country every year. And of course, the financing of their program. They need money to finance the program. They also have school garden programs, which is at the crossroads of the education and entrepreneurship. Developing school gardens around school has a double objective, like this says, to give students a taste of agriculture from which they are increasingly alienated, and to produce agricultural products to supplement the income of the school or school canteens. COVID-19 has increased the food risk, higher food prices due to instability of the local currency and lower remittances from the diaspora, which is strongly affected by COVID. So all in all, she concludes by saying, education is, by quoting Nelson Mandela, where he says, education is the most powerful weapon to change the world. Thanks to technology, let's make a weapon of mass construction for our society by using education. Thank you. Thank you. Donc, merci beaucoup, Josette. Nous allons ensuite passer à notre deuxième speaker aujourd'hui, qui est Victor Mansur da Silva Santana, qui nous rejoint aujourd'hui du Brésil, où il est encore le milieu de la nuit. Donc, merci beaucoup, Victor. Victor, aujourd'hui, va nous parler de l'intersection entre l'éducation et les sciences. Et le docteur Mansur da Silva Santana est enseignant-chercheur à l'Institut de physique de l'UFBA au Brésil. Il est intéressé depuis sa jeunesse au domaine des sciences et de la nature et a réalisé ses études en physique à l'Université fédérale de Bahia, UFBA, au Brésil, puis un doctorat dans la convention de co-tutelle entre l'Université de Rennes 1 en France et l'Université à Bahia, dans le thème de la spectroscopie électronique. Il a été professeur à l'Institut fédéral de Bahia à Salvador entre 2013 et 2019. Oui, déjà. Laissez le traducteur traduire l'introduction pour les anglophones. So we just, we were introducing Professor Dr. Victor Mansur da Silva Santana, who is science scholar in the University of Bahia, where he is currently working on experimental physics in the study of materials through the interaction of radiation with matter, specialized in photoelectron spectroscopy, and then he's adjunct professor at the Institute of Physics in the Federal University of Bahia, and a research fellow at the Solar Laboratory. His professional background before getting to professorship was a bachelor and master's degree in physics in the same university, and he did his PhD in Rennes in France. Merci beaucoup. Victor, vous avez la parole pour nous parler de l'intersection entre l'éducation et les sciences. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être ici pour faire cette présentation. Pour la commencer, je vais juste remarquer les propos de ma présentation qui c'est porté de parler sur l'importance de la mise en garde de notre attention aujourd'hui pour qu'on assure notre développement comme société. Voilà que je suis, comme vous avez dit, je suis né à Salvador de Bahia. Ma ville est la ville dehors de l'Afrique qui a la plus forte concentration de Noirs, dehors de l'Afrique.
Mes intérêts d'étudier la nature, elles sont depuis la jeunesse, hein, qui m'ont mené à choisir cette carrière scientifique. Bon, comme aussi vous avez dit, je suis professeur à l'Université de Bahia. Mais dans cette trajectoire-là, il y a eu pas mal de questions qui m'ont venu, hein, pour demander, par exemple, pourquoi devant ces grandes quantités de noirs, environ 85 et 86% de personnes ici de Bahia sont des noirs. Mais quand on arrive à l'université, par exemple, à l'université de Bahia, tu ne trouveras pas ces gens, on ne sait pas comment, spécialement dans le domaine des sciences, de physique, spécialement physique. Et dans cette trajectoire, j'ai pu remarquer quelques questions, quelques points qui sont importants pour ces résultats que nous avons aujourd'hui. Et exactement l'intersection entre l'éducation et la démarche scientifique, elle habite toujours sur notre attention. Hein? Je ne sais pas si vous voulez traduire maintenant, non? Oui, je peux traduire. Donc, as you heard, Dr. Da Silva was talking on the intersection between education and science, the major role of our attention to this topic. And he was talking about the situation in Baha'i, where he was born, where there is a federal university and where the majority of people living there are from of African descent. And unfortunately, he states the fact that although the majority of the population is of African descent, when it comes to education, science, education in the university, the number of Africans is very, very low. And that's why he's chosen as objective to present, to discuss the major role of our attention in scientific processes, to discuss the effect that the current culture can have on our attention, if I understand correctly, and to see this concept goes beyond an individual scale and expresses the importance to achieve a powerful collectivity in the diaspora community of Baha'i, like he says. And so he says, scientists, which he is, people who work and develop human activities. And in Brazil, this is stronger when you consider Black people. Yeah. Merci. Donc, voilà que dans l'état de Bahia, auquel j'ai développé mes études, pardon, voilà que je peux témoigner cet rôle critique de l'attention pour l'accomplissement de cette démarche scientifique. Hein? Cela n'est pas évident à percevoir, puisque notre attention, elle est de plus en plus demandée par plusieurs chaînes de médias numériques, comme films, séries, applications, qui ont comme cible notre attention et s'accrocher d'elle en permanence. Hein? Et c'est là, quand on parle de la démarche scientifique, qu'on a besoin de toujours être dans un travail de réflexion, de l'étude. Si l'attention est dispersée, hein, ça a un risque vraiment de produire des tours et les gens peuvent simplement renoncer à cette démarche. Hein. Il y a la démarche scientifique, nous bien savons, hein, il y a longtemps, que si une société elle veut se développer, hein,
il y a besoin à quelque point de se mettre qui en partie de ces gens-là, ils puissent développer les travaux scientifiques pour qu'on puisse avoir des nouvelles accomplissements de points scientifiques, de points techniques, des points de la technologie. Hein? Mais maintenant, je demande, qu'est-ce qu'il y a à voir la démarche scientifique avec le faible numéro de gens noirs qui, par exemple, je témoigne dans le domaine scientifique aujourd'hui. Hein? C'est la question que je vais répondre. Vous voulez traduire? Okay, so what is science today? We're talking about, for example, he lives in a city the scientific community in the city of Salvador where he lives, he has a statistic where you can see the number of people who are attending school there. For example, the scholarships for the ethnic groups, you have 688 young people against 16,981 whites who have scholarships. And then you have the uninformed, and you have against 1,317 Black people. So he is asking the question about the Western war on control. In recent years, he says, would have increasingly been involved in digital media products. The common, which is populated in the internet, reaches everybody through computer, through television, through smartphone. And then he was asking what is to all these change its efficiency to achieve what we want, at least to awaken the desire. And he knows that algorithms are running to find these desires from the data collected. Following this assessment, they introduce products in the technical science and education that will help people to understand. On the other hand, he says they're often overwhelmed. People are often overwhelmed with the digital products, films, series, social networks, and consume them without questioning. So without care, these products become gluttons for our attention. So he was asking, what is the relationship between science, education, and the current situation? That was where he stopped. Okay, I see. Thank you. And là, j'arrive à cette intersection entre l'éducation et les sciences qui est sous notre attention. Parce que notre éducation scientifique ordinaire, elle est toujours dirigée vers une valeur de progrès qui ne prend pas usuellement notre valeur comme peuple. Par exemple, notre éducation scientifique ne rend pas quelques contributions des peuples africains ou des gens qui sont dehors de l'Europe. Hein? Et là, c'est quelque chose qui est vraiment critique, parce que là, si cette éducation ne valorise pas notre culture, les gens, elles vont essayer de s'éloigner de les domaines pour la démarche scientifique. Hein? Voilà, je dis qu'une éducation aux cultures scientifiques qui n'est pas alignée avec notre culture de base ne va qu'éloigner le peuple noir d'une démarche scientifique qui est très important pour le développement ensemble. Ça, c'est le scénario que nous avons depuis longtemps. Hein? Et là, comment on fait pour traiter cette question?
So what he's saying again is the discrepancy between the works of Black scientists or what is happening in the Black world compared to what is happening in Europe. You only hear about scientific work coming out of Europe and not from other places. And how do we contain this? How do we manage to understand and to propagate what we as people of Black origin are producing and contributing to the community? So what is the relationship between this war, you might want to call it, and how we can extend and become references for others who arrive with the references of what they are doing and in respect of the importance of this representation. He says that it is difficult, and this is where he wants to go, to make sure that the work of Black scientists and Black knowledge propagators is also being carried out to the world and communicated. Merci. Victor, il vous reste encore 1 minute pour finir vos commentaires. D'accord, je vais finir. Voilà, qui devant ces questions de cet écart, comment on peut la traiter, hein? Pour que cet écart, hein, soit supprimé, il faut engager les gens, les gens noirs, les peuples, hein, à une démarche scientifique qui soit en relation avec ces valeurs propres comme gens qui vivent dans la ville. Hein? Ici à Salvador, nous avons une école qui s'appelle Maria Filipa, hein, qui est la première dirigée vers une valorisation de la culture africaine de l'éducation qui a constitué notre formation comme pays. Hein? Elle est dirigée en partie par une collègue de l'université qui s'appelle Barbara Kahin. C'est la première école qui fait cette éducation dès la base sur la contribution africaine, hein, et des Indiens, des gens indigènes ici du Brésil, hein, qui va donc travailler sur ces points de l'éducation qui va aider les gens à former sa éducation dans un niveau pour un développement ensemble, hein, au lieu d'être seulement de porter une éducation de point de vue individuel. Merci, Victor. Bon, et c'est là. Bon, merci déjà. So he concludes by talking about the importance of representativity, he calls it. So what do these scientists have in common? And the values that are reflected in our families. And he was quoting other issues that our values determine our beliefs, and that our belief turn into thoughts, and our thoughts becomes word, our words become action, and our action become habits. And our habits become values, and our values awaken our future. And then he was talking about the school Maria Filipa, which is in San Salvador, where they have taken to promote the Black community's activity. And he says, if we allow attentions to see one another and use values must always be considered in our approach. And it is fundamental that we know the ethnic basis to recognize these contributions in their formation. People who do not have respect for themselves will never be able to develop. And then he was closing with the remarks that the widely distributed global culture is often not aligned with the fulfillment of our imprints. When I think he means the diaspora population in Baha'i or in general, immense in this world of digital media product that come to us
through multiple media products that come to us in multiple channels, attention can easily fall apart, focusing on the essentials, and our attention must never close in on itself if we are to grow as a whole, to develop as a whole. Thank you for your presentation. Merci à tous les deux, Josette et Victor, pour vos présentations. Nous allons prendre quelques questions. Je veux encourager les participants à mettre leurs questions directement dans le Q&A. So I would like to encourage all the participants to directly put their questions using the Q&A function in the chat, if you have any, rather than raising your hand, as we will not be able to bring you in to ask your questions. Donc, nous avons déjà une question qui est venue de la part d'un de nos participants de cette année, qui est aussi un ami de la maison, disons, qui demande comment et avec quelle étape vous voyez que les nations qui ont des populations noires pourraient stimuler et encourager les générations plus jeunes de rentrer dans le domaine d'études poussées, comme le vôtre ou autre. The question, if I may repeat, is asking how you see the possibility to motivate people of Black descent to get involved in the discipline and educational science that you are propagating, to involve and encourage, motivate people of African descent to get more involved. Victor. Ah oui. Donc, ma réponse, c'est d'abord, c'est qu'on peut avoir des références des gens qui travaillent dans ce domaine, là, les gens noirs, qui puissent être, voilà, comme un modèle, hein, parce que là, dans notre éducation ordinaire en sciences, souvent, nous voyons les scientifiques comme Einstein, Newton, Planck, Ampère. Là, tous les scientifiques, ils sont blancs. Hein, sont blancs. Et malgré ces brillants travaux dans le domaine scientifique, quand un jeune noir va regarder, hein, il ne va pas directement avoir un lien, hein, avec un proche. Vous voyez? Oui. Il y a... Pour qu'il puisse traduire et puis vous reprenez la fin de la réponse. So thank you, moderator, for intervening. So Dr. Da Silva was precising that we need role models. We need role models to encourage people of African descent, Black descent, if you want, to get involved in science subject. Because often when they see or when we hear about scientists or talk about scientists, you hear them talking about Einstein, Isaac Newton, Tesla or whatever, Marie Curie. I'm adding on this because I remember the ones you said. And of course, this does not motivate a young Black student or somebody who would want to be science when he doesn't see his role model on this list. And this comes back, if I may add this, Dr. Da Silva, this comes back to what you mentioned in your presentation, that most of the scientific work done by Blacks in the diaspora and before are not well advertised and propagated in Europe. We only hear about European work and stuff like that. So they need role models, conclusively. Merci Victor. Vous pouvez finir votre réponse si vous avez quelque chose à rajouter. Pardon, vous pouvez répéter? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à votre réponse? Non, c'était bien. Merci. Alors, je peux ajouter quelque chose à cette réponse?
Oui, allez-y. Très court. Oui, je crois que ça me concerne aussi. Je crois que c'est très, très important de faire davantage, par exemple, de séminaires comme celle-ci et de faire connaître, de diffuser ces séminaires, peut-être de les traduire dans les langues locales que comprennent les personnes. Et ensuite, n'oubliez pas que tout ce qui est reconnu, c'est parce que ça a été connu. Or, dans nos communautés, on ne connaît pas, on ne fait pas de publicité, on n'est pas à la radio, à la télévision. Je vois en France, la télévision n'est pas vraiment diverse. Donc, il faut aussi qu'on se batte pour être connu, pour pouvoir être reconnu, et puis pour servir de modèle. Voilà. J'aurais d'autres choses à dire, mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, juste le So traducteur. it's important to be known, to spread. That's what Josette is advising, that actually it is important that we propagate ourselves, our services, and spread what we do, like organizing this kind of seminars and propagating the material, the good practices derived from such seminars to spread, because we don't know everything. That people in diaspora, Blacks in diaspora, don't know everything that is happening because they don't have access to television, radio, and they don't make this news themselves. So we have to fight, and we have to positively fight to spread and to advertise, if you want, ourselves and what we are doing for people of Black descent to get involved in science subjects, or what she is doing basically in Haiti. Merci. Nous avons une deuxième question que nous pouvons adresser aux deux speakers. There's a second question that I will address to both speakers. Et après, j'ai une autre question pour vous, Madame, pour Josette. Donc, quelqu'un demande, est-ce que vous considérez que la représentativité, c'est le seul instrument qu'il faudrait utiliser pour encourager plus les générations plus jeunes et propager plus notre progrès scientifique? The question is, do you consider representativity as the only instrument we should use in order to spread our scientific progress and encourage the younger generations? Donc peut-être, Josette, vous pouvez répondre très rapidement pour permettre au traducteur et ensuite Victor. Oui, je réponds très rapidement parce que c'est la deuxième partie d'ailleurs de ma réponse. Je n'ai pas eu le temps. Et je pense aussi qu'on doit, nous, faire une sorte de prise de conscience, une sorte de conscience, parce que dans nos sociétés, en fait, on est dans un cercle vicieux. Parce que dans nos sociétés, comme l'éducation est mal, les systèmes d'éducation ne sont pas très adaptés et ne sont pas inclusifs, le peu de gens, les échantillons qui réussissent dans nos communautés, et ils se mettent tout de suite, ils s'éloignent tout de suite de la base. Et ils retournent parfois dans leur village pour montrer leur belle voiture, leur réussite matérielle, leur belle maison, et ils ne partagent pas. Ils ne retournent pas à la source pour donner. Moi, en 2010, j'ai arrêté mes cours à l'université en France pour pouvoir retourner en Haïti dans les campagnes, à la base, pour pouvoir apporter cette éducation technologique. C'est la première fois en Haïti, dans les montagnes, dans certaines zones, c'était la première fois que les gens voyaient l'électricité et un ordinateur, une vidéo. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire. Ce n'est pas seulement modèle pour paraître, c'est aussi modèle pour aller sur le terrain, retourner à la base. Moi, je viens d'une commune rurale. Et on est 11 enfants, une famille de 11 enfants. Et mon père a été travailler à Cuba. Et j'ai un frère à la NASA. Il a fait chauffeur de taxi. Il a 30 ans à la NASA. Il vient d'être gratifié à la NASA. Donc, on a tous fait des études, de très bonnes études avec très peu de moyens. Donc, on peut. Tout le monde peut si on veut. Merci. Merci beaucoup, Josette. Uzoma, over to you. Yes, Josette is saying that we should conscientize ourselves as to what is happening in the system and where we're going to. Our system is bad, she confirmed. We don't have the concept of shared value in our systems. So we have to return to the source to give back, to build back better. And that's what she did. That's what she did, leaving France, where she was working in university, to go to work in the rural areas of Haiti,
where they have not seen electricity and other forms of development coming from a family of 11 children where they have all worked hard to become something, as far as having family members who work with the NASA and who were just retired from the NASA. However, she went back to the roots and where she came from to give back, to build back better. And this is what is the indifference to the other people who go out from the rural areas and come back to show how big their cars are, what they have been able to achieve without really giving back to the community. Josette? Yes. Thank you. No, I think that's it. Maybe Victor, vous pouvez peut-être nous ajouter un élément de réponse? Oui, j'ajoute, c'est que la représentativité, malgré elle ne soit pas le seul moyen, je dis qu'elle est le plus important parce que quand on parle de représentativité, on parle d'un lien de transmission des valeurs. Hein? Et quand on parle sur tous les produits scientifiques, toutes les organisations de la pensée, hein? C'est des transformations des valeurs que nous, comme des humains, nous portons. Hein? Et là, quand on parle de niveau de ces représentativités de communication un à un, nous sommes en train de travailler hein, de porter des importantes choses qui sont vraiment au-delà de l'objet scientifique. Hein? Nous travaillons sur des choses qui vont au-delà d'un objet direct. Hein? Nous travaillons sur des valeurs entre des humains. So basically, Dr. Da Silva says that the only possibility is to achieve all this is the transmission of our values as we humans hold on to, and that there is challenges in doing this, and we are actually working on issues beyond science when we are discussing all this. And he feels that transmission of values, creating value chain linkages, and holding on to certain values that make us be what we are, it's very important. Merci. Thank you. Merci. J'ai une dernière question, mais avant de vous la poser, je veux juste remercier tous nos participants de leur patience. Je sais que nous étions censés finir à 11h. I want to thank all of our participants so far. I know we were supposed to finish at 11, but bear with us. We'll be starting our next session very soon, and we'll be doing that session in English. I just have one last question for our panelists. Donc, la dernière question que j'ai pour vous, c'est... étant donné qu'il y a des inégalités technologiques dans beaucoup de pays qui sont par ailleurs cruciales pour l'apprentissage et pour l'éducation, est-ce que vous pensez que c'est une industrie dans laquelle il faut qu'on investisse localement, ou est-ce qu'il faut qu'on importe les technologies étrangères pour pouvoir combler ce trou? In English, the question is, since there are technological inequities in some countries, and yet these are crucial for education, do you believe that it is an industry that we should invest in locally, or simply import from technologically advanced countries to fill this gap? Donc, Victor, peut-être vous pouvez répondre en premier, Josette en deuxième, et puis ensuite on va amener cette discussion à une fin. Oui, oui. À un moment donné, nous devons lancer des choses, des produits pour que cette connaissance elle puisse circuler. Ce n'est pas suffisant que la connaissance
elle soit mise à des livres, à des articles. Hein. Il faut qu'on puisse faire que cette connaissance soit transformée à des choses qui puissent changer la vie des autres. Hein. Et c'est là qu'il y a l'éducation, hein, elle pourra être vue comme un moyen de transformation. Mais pour arriver là-bas, il faut que nous ayons une base de gens, une base de compétences scientifiques et techniques fortes. Et à partir de là, qu'on peut se lancer à vraiment se constituer comme pour les marchés, par exemple. Hein? Merci. So basically, what he's saying is that we should start knowledge sharing. We should, like is the tradition in scientific world, publish what we know in books and magazines and share it, and then transform the knowledge that we are sharing in these publications to practicalities to change the lives of the people. And to do this, basically, to achieve this, you need a competent, solid technology basis to achieve this. And of course, if I may add, Dr. Da Silva, this goes through education, 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 and motivating the youth to participate in such programs, like you call it. And if I may add also, like you were trying to say, it's knowledge sharing and knowledge management. Thank you. Josette, vous voulez peut-être répondre? Oui, moi je pense que c'est les deux. Il faut en même temps développer par des franchises, par exemple, avec des écoles, avec ceux qui existent ici, qui développent les technologies, et pour les transporter là-bas. Nous, on travaille beaucoup en transfert de technologie. C'est-à-dire, on prend ce qu'il y a ici et on accompagne pour que là-bas, on puisse aussi développer les choses. On travaille aussi avec des écoles. C'est pour ça que je vous ai dit, par exemple, les contenus de cours numériques. On a travaillé avec 2 sociétés françaises ici et on a amené plusieurs fois, 7 fois en Haïti, pour pouvoir former des gens qui aujourd'hui sont des professionnels qui travaillent pour d'autres structures. Donc, il faut les deux et il faut ne pas dire qu'on est assez compétent, il faut aussi produire un travail de qualité. Donc, il faut aller aussi vers cette excellence parce que malheureusement, nous avons tendance dans nos pays à dire on en sait assez, c'est bon, et à travailler, à admettre que chez nous, la médiocrité, même si c'est médiocre, ça suffit. Donc, il faut aussi en même temps faire ce travail, être exigeant et ne pas dire que nos communautés noires, bon, c'est suffisant. Il faut avoir de l'ambition et faire des partenariats, même acheter des franchises de ce qu'on considère qu'ils puissent s'adapter, mais il faut aussi très vite adapter ce qu'on importe pour que ça prenne, pour que les sources prennent, qu'on ne soit pas toujours à la rescousse. Voilà. Merci. So Josette confirms that we need both. We need the local content and we need technology that comes from outside. We have to work with schools, institutes of higher learning to create programs, to create trainer programs and make people understand what they have to do. We have to be in search of excellence, and mediocrity is not enough. Good enough is not good enough for what we want to achieve, but we have to go to higher grounds. We have to avoid mediocrity, and we have to adapt both. We have to adapt what we bring from outside and what we have from the inside to make sure we build within. We build better within with the knowledge we have, and that the local content, local knowledge is very, very important to this. Now, having said that, if I may add to all this, to Josette and to Dr. Da Silva,
it is also important that the government and the private sector supports your activities. And so the politicians, especially Black politicians in the community, in your constituency, should be your partners, Our people of African descent all over the world should contribute to support Haiti most especially. And I think that African countries are doing very little to support Haiti if you think of what Haiti has done to them since 1804. Thank you. Thank you. Merci à tous les deux. Merci à notre traducteur aujourd'hui. Merci beaucoup. Much, and thanks to our translator here today. C'était une conversation vraiment intéressante et je pense que ça a aussi mis un point en plus sur beaucoup de points qui ont été dont on a discuté les jours précédents, qui montrent le manque de représentation et le fait qu'il faut qu'on ait des meilleurs modèles, parce qu'on a des modèles, mais soit comme Josette a dit, ils ne sont pas connus, reconnus, donc on ne sait pas qu'ils existent, ou bien on a ceux qui sont, qu'on voit, c'est toujours ceux qui ont fait des mauvaises choses, donc il faut qu'on change ce narratif-là et qu'on reprenne le contrôle du narratif. Et puis, il faut aussi qu'on investisse dans notre jeunesse pour pouvoir leur donner les outils pour pouvoir réussir comme on sait que c'est possible. So this conversation reinforces quite a few points that were made in previous conversations, previous panel yesterday and the day before, notably the fact that we need to regain the control of our narrative because we have too few role models when we know the capacity and we know that there are people out there, Black, African, diaspora, who are achieving great things, but they're not being put on the forefront. And we need to reclaim their narrative to be able to do that. But also it reinforces the point that we have the ability, we just need to concentrate and channel all of this to give our younger generations the tool to succeed like we know it is possible. Donc, je veux encore une fois vous remercier tous les deux de votre temps, de nous avoir rejoints malgré la différence de temps. C'était une discussion vraiment riche. Comme vous le savez, un communiqué va être partagé à la fin de la conférence et toutes les sessions seront aussi disponibles sur notre site internet africafora.com et bien sûr sur notre YouTube. Donc, vous pouvez les re-regarder, les partager et les montrer à celles qui n'ont pas eu la chance de nous rejoindre aujourd'hui. Et j'espère que nous allons pouvoir continuer à travailler avec vous pour trouver des solutions et aussi pour partager les exemples que vous avez donnés de succès à Bahia, au Brésil et en Haïti pour pouvoir propager ce succès autre part dans l'Afrique, dans les communautés noires autour du monde. So, thank you again to all the speakers for joining us today. All of these sessions will be available, as you may know, on our YouTube and our website, africafora.com. A communique will also be shared at the end of the conference, highlighting all the key findings and solutions that we brought forward during the conference. Please feel free to share and reshare the sessions once they're public next week with people who didn't have the chance to join us today. Make sure to follow us on our social media as well. Something has been put down in the chat. Et sans tarder, nous allons ensuite passer à notre prochaine session. So, thank you very much. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup, Josette. Et à très bientôt. OK, bye bye. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci.